Le 6 mai 1952. Londres, Royaume-Uni. Profondément sous terre, dans une cave humide et privée de lumière du jour du King's College, un tube à rayon X haute tension bourdonne de manière monotone et continue. Une légère odeur d'ozone, de produits chimiques et d'eau stagnante flotte dans l'air, l'arôme typique des laboratoires britanniques d'après-guerre, où les plus grandes découvertes de l'humanité étaient souvent faites dans des caves exiguës et réaménagées. Debout devant un écran de plomb massif, protégeant contre les radiations mortelles, se tient une femme de 31 ans en blouse de laboratoire sobre. Ses yeux sombres suivent attentivement un fil minuscule, presque invisible à l'œil nu, fixé dans une microcaméra artisanale. C'est la physico-chimiste Rosalind Franklin, et elle s'apprête à prendre une photographie qui changera à jamais notre compréhension de la biologie, de l'évolution et de la nature même de la vie. Imaginez que vous êtes dans cette pièce exiguë et faiblement éclairée. Autour de vous se trouve un enchevêtrement de fioles en verre, de tubes en caoutchouc, de supports en laiton habilement tournés et de transformateurs électriques volumineux. Au centre de l'installation expérimentale se trouve une fibre d'acide désoxyribonucléique, plus connue sous le nom d'ADN. Elle est incroyablement fine, n'ayant que quelques fractions de millimètres d'épaisseur, mais elle recèle le plus grand secret architectural de la nature. Pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de cette molécule et voir la disposition des atomes, Franklin utilise la méthode de la cristallographie au rayon X. Le principe de cette méthode semble effroyablement complexe pour les non-initiés, mais en pratique, elle exige non seulement une pensée spatiale brillante, mais aussi la main ferme d'un chirurgien. Si vous dirigez un faisceau de lumière sur un lustre en cristal dans une pièce sombre, des centaines de reflets apparaîtront sur les murs. Par la disposition de ces taches lumineuses, leur luminosité et les angles de réflexion, un mathématicien talentueux peut calculer la forme exacte de chaque cristal du lustre, sans même regarder le lustre lui-même. C'est exactement ce que fait Rosalind. Mais au lieu de la lumière visible, elle utilise des rayons X dont la longueur d'onde est si petite qu'elle peut passer entre les atomes. Et au lieu du cristal, c'est une molécule d'ADN qui est utilisée. Lorsque le rayon X frappe la molécule, il est diffusé, laissant une image complexe et chiffrée de points sur une pellicule photographique. Le problème était que l'ADN n'est pas un cristal solide et parfaitement plat de sel de table ou un morceau de diamant. C'est un long fil polymérique visqueux, plus semblable en consistance à une bave collante. Pour obtenir un modèle de diffraction claire, le fil devait être étiré avec une tension parfaite en alignant des millions de molécules strictement parallèles les unes aux autres. Un mauvais mouvement de pince, le moindre tremblement des doigts, et l'échantillon est irrémédiablement gâché. Franklin, avec son jeune étudiant diplômé Raymond Gosling, passe des heures dans ce laboratoire souterrain, étirant avec soin les fils les plus fins avec des baguettes de verre à partir d'une solution gélatineuse. Au milieu du XXe siècle, la communauté scientifique mondiale était dans un état de recherche fébrile. Les biologistes savaient déjà avec certitude que l'information génétique était transmise des parents à la descendance, mais personne ne comprenait quel mécanisme chimique précis en était responsable. Pendant des décennies, les plus grands esprits scientifiques étaient absolument convaincus que les protéines étaient les porteurs de l'hérédité. Les protéines semblaient suffisamment complexes, diverses, composées de 20 acides aminés différents. Cela paraissait être un alphabet idéal et riche pour écrire le livre de la vie le plus complexe. L'ADN, quant à lui, composé de seulement 4 bases azotées, semblait être une molécule trop primitive, ennuyeuse. La plupart le considéraient simplement comme le squelette structurel de la cellule. Cependant, dans les années 1940, plusieurs expériences révolutionnaires menées outre-Atlantique ont bouleversé le paradigme scientifique. Il a été prouvé que c'était bien l'ADN, et non les protéines, qui portaient le code génétique. Cette nouvelle a provoqué un choc. Comment une molécule composée de seulement 4 blocs chimiques répétitifs pouvait-elle stocker les plans détaillés de la création d'un humain, d'une baleine bleue ou d'un séquoia géant?
La réponse devait se cacher dans sa structure tridimensionnelle. La forme détermine la fonction. C'est une règle immuable de la biologie moléculaire. Celui qui parviendrait le premier à déchiffrer l'architecture spatiale de l'ADN lèverait le voile sur le secret du mécanisme de la vie elle-même. C'est avec cette tâche ambitieuse, presque irréalisable, que Rosalind Franklin est arrivée au King's College en janvier 1951. Auparavant, elle avait travaillé à Paris, où elle était devenue l'une des meilleures spécialistes mondiales de la cristallographie aux rayons X du charbon et du graphite. En France, elle avait appris à extraire des images parfaites et cristallines à partir des matériaux les plus chaotiques et amorphes. Franklin était une expérimentatrice brillante, incroyablement méticuleuse, intransigeante et rigoureuse face à toute imprécision. Elle savait concevoir son propre équipement à partir de zéro et ne faisait jamais confiance aux données négligentes des autres. Mais à son arrivée à Londres, une froide déception l'attendait. Le King's College était un bastion de l'ancienne tradition académique britannique, imprégné de règles tacites, de clubs masculins exclusifs et d'une condescendance cachée envers les femmes dans le domaine scientifique. Les femmes scientifiques n'étaient même pas autorisées à déjeuner dans la salle commune du corps professoral. Elles étaient contraintes de prendre leur repas dans une pièce séparée, beaucoup plus exiguë. Pire, pour Rosalind, déjà une scientifique indépendante accomplie avec une solide réputation internationale, c'était une insulte impensable. Un mur d'aliénation insurmontable s'éleva instantanément entre les deux chercheurs. Wilkins était un homme silencieux, indécis, qui évitait les confrontations directes, tandis que Franklin se distinguait par sa franchise, son esprit vif et son amour pour les débats intellectuels animés et ouverts dans le style des cafés scientifiques parisiens. Ils cessèrent rapidement de se parler, divisant physiquement les précieuses réserves d'ADN de haute qualité provenant de Suisse. Wilkins prit une partie des échantillons, Franklin l'autre. Ainsi, ils commencèrent à travailler sur le même grand problème dans le même bâtiment, mais dans un état de guerre froide, tacite. Resté seul dans son fief souterrain, Franklin commença à reconstruire méthodiquement et sans merci l'ensemble du processus de recherche. Elle remarqua immédiatement une erreur fondamentale dans les premières expériences de Wilkins et d'autres scientifiques. Ils prenèrent des clichés aux rayons X des fibres d'ADN dans une humidité de l'air totalement incontrôlée. Franklin comprit avec génie que la molécule d'ADN agissait comme une éponge microscopique. Elle absorbait activement l'eau de son environnement. Si l'humidité dans la chambre variait, ne serait-ce qu'un peu pendant l'exposition de plusieurs heures, la molécule se contractait ou se dilata. Par conséquent, le motif de diffraction sur le film photographique devenait flou, comme la photographie d'une personne en mouvement prise avec un appareil photo à longue exposition. Sa solution à ce problème d'ingénierie fut un chef-d'œuvre de perfection technique. Elle conçut et fit fabriquer par les mécaniciens de l'université une minuscule chambre en laiton dans laquelle il était possible de maintenir un microclimat absolument stable. Franklin utilisa des solutions saturées de divers sels à travers lesquelles elle fit passer soigneusement de l'hydrogène gazeux. Cela permit de contrôler avec une précision mathématique le niveau d'humidité autour de la minuscule fibre. Grâce à cette élégante innovation, Franklin a fait une découverte capitale qui avait jusqu'alors échappé à tous les autres groupes de recherche du monde. Elle a découvert que l'ADN existait non pas sous une, mais sous deux formes structurelles distinctes. Dans des conditions sèches, à une humidité d'environ 75%, la molécule se contractait, adoptant une structure courte, dense et large que Franklin a appelée la forme A. Mais lorsque l'humidité dans la chambre augmentait à 92%, la molécule absorbait avidement l'eau, s'étirait et devenait considérablement plus longue, passant à la forme B. Les chercheurs précédents, sans le savoir, mélangeaient ces deux formes différentes sur une seule image en raison de fluctuations d'humidité, produisant un mélange insensé de taches grises. Rosalind Franklin, en séparant rigoureusement la forme humide de la forme sèche, a obtenu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des diagrammes de diffraction pure et incroyablement nets. La forme sèche, A, donnait beaucoup plus de détails cristallins et Franklin
en tant que scientifique rigoureuse, a décidé de concentrer ses efforts analytiques colossaux précisément sur celle-ci. À une époque précédant l'invention des ordinateurs, cela signifiait des centaines d'heures de travail épuisant avec un crayon, du papier et une machine à calculer mécanique pour calculer les fonctions de Patterson les plus complexes. Elle voulait construire un modèle de la molécule de manière strictement mathématique, sans aucune supposition ni saut de foi non fondé. Mais c'est la forme B humide, ce fil long et gorgé d'eau, qui recelait le secret le plus évident et le plus beau de la nature. Et en ce jour frais de mai 1952, Franklin chargea dans sa microcaméra une seule fibre d'ADN parfaitement étirée. Elle régla l'humidité à 92% exact, alluma le générateur de rayons X et laissa la plaque photographique s'exposer aux rayons invisibles pendant 100 longues heures. Elle ne savait pas encore qu'à l'issue de ce temps, une image émergerait de la cuve de révélateurs sombres qui entrerait dans l'histoire de la science sous le nom concis de photographie numéro 51. Sur la surface translucide, un motif étonnamment net et remarquablement symétrique de points sombres est apparu. C'était une croix parfaite, composée de taches noires rayonnant d'un trou central comme les pales d'une hélice figée ou une grande et grasse lettre X. Pour un œil non averti, l'image ne ressemblait qu'à une abstraction floue, dénuée de sens. Mais pour un cristallographe au rayon X expérimenté, ce motif n'était rien de moins qu'un cri de la nature elle-même. La structure devant vous est une spirale. L'angle de convergence des rayons de cette croix et les distances précises entre les taches représentèrent des paramètres mathématiques stricts, coordonnées chiffrées de l'architecture moléculaire. Les marques sombres sur le film indiquaient sans équivoque que la distance entre les tours de la spirale était exactement de 34 angstroms et la distance entre les marches horizontales individuelles à l'intérieur de cette spirale 3,4 angstroms. Une simple arithmétique indiquait qu'il y avait exactement 10 marches par tour complet. De plus, l'absence caractéristique béante de la quatrième tache sur les rayons divergents de la croix prouvait sans ambiguïté et avec élégance qu'il y avait précisément 2 spirales et qu'elles s'entrelacent dans une symétrie spatiale incroyablement complexe, mais harmonieuse. Tout autre scientifique à l'ego démesuré à la place de Rosalind Franklin aurait immédiatement publié cette image stupéfiante, organisé une conférence de presse et proclamé solennellement le plus grand triomphe. Mais Rosalind était faite d'un tout autre bois. Elle méprisait profondément les intuitions et les hypothèses non étayées. La double hélice semblait être la réponse évidente, presque inévitable, pour la forme humide, B. Mais Franklin, mu par un perfectionnisme scientifique, revenait obstinément à la forme sèche, A. Cette forme, privée d'eau, donnait un motif cristallin beaucoup plus complexe sur les clichés de rayons X et, à première vue, ne présentait aucun signe évident de spirale. Rosalind a soigneusement rangé la précieuse photographie numéro 51 dans un dossier en carton et a poursuivi ses calculs méthodiques et épuisants de vecteurs spatiaux. Elle était fermement résolue à prouver la structure avec une rigueur mathématique absolue et irréfutable, remplissant des cahiers page après page de colonnes de chiffres avant de s'autoriser à construire des modèles physiques en fil de fer et en métal. Pendant ce temps, à seulement 80 km au nord des sous-sols humides de Londres, à la célèbre Cavendish Laboratory de l'université de Cambridge, se déroulait un tout autre drame intellectuel. 2 hommes y travaillaient, dont l'approche de la science était diamétralement opposée aux méthodes empiriques rigoureuses de Franklin. Le jeune biologiste américain ambitieux de 23 ans, James Watson, et le brillant mais parfois trop bavard physicien britannique de 35 ans, Francis Crick. Watson et Crick ne passaient pas de longues nuits blanches à irradier des échantillons chimiques avec des rayons X. Ils ne disposaient d'aucune installation propre pour obtenir des clichés de diffraction de l'ADN. Au lieu de cela, ils préféraient penser en termes d'espace tridimensionnel et construire d'énormes modèles physiques. Imaginez leur bureau à Cambridge. C'était une pièce spacieuse et enfumée,
où les tables étaient encombrées de morceaux de carton épais découpés en forme d'anneaux moléculaires, de bobines de fils de cuivre rigides, de lourdes étagères métalliques et de plaques de laiton. Watson et Crick agissaient comme des ingénieurs passionnés assemblant un kit de construction complexe. Ils essayaient de deviner comment les différents éléments chimiques s'assemblaient précisément sans violer les lois fondamentales de la thermodynamique et des liaisons interatomiques. Ils s'appuyaient sur leur intuition scientifique, leur imagination spatiale et surtout sur les données expérimentales d'autrui qu'ils parvenaient à obtenir lors de séminaires et de conférences. Leur première tentative commune de construire un modèle d'ADN à la fin de 1951 se solda par un échec retentissant et humiliant. S'appuyant sur des données mal interprétées d'une conférence donnée par Rosalind Franklin, ils construisirent une structure encombrante à triple hélice, dans laquelle les groupes phosphate étaient à l'intérieur et les bases azotées dépassaient à l'extérieur. Fiers de leur travail, ils invitèrent Franklin et son collègue Maurice Wilkins de Londres à venir à Cambridge pour évaluer leur réalisation. Rosalind, possédant une connaissance impeccable de la chimie, jeta un seul regard critique sur cette sculpture de fil de fer et la démolit instantanément. Elle souligna, sèchement et sans merci, les erreurs flagrantes dans les calculs de la teneur en eau et expliqua que les phosphates chargés négativement, se retrouvant au centre de la molécule, se repousseraient inévitablement, déchirant la structure en un instant. La direction du laboratoire de Cambridge, extrêmement embarrassée par ce fiasco public de ses protégés, ordonna officiellement à Watson et Crick de cesser toutes les recherches sur l'ADN et de se consacrer à d'autres projets. Cependant, cette interdiction formelle ne pouvait freiner leur enthousiasme débordant, surtout lorsqu'une figure du plus grand chimiste de l'époque, Linus Pauling, apparut à l'horizon. Pauling travaillait au California Institute of Technology sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique. À peine un an auparavant, il avait triomphalement élucidé la structure de l'alpha-hélice des protéines en utilisant exactement la même méthode de manipulation de modèles en carton et en plastique. Fin 1952, des rumeurs très inquiétantes parvinrent à Watson et Crick. Le grand Pauling avait tourné son regard génial et sans entrave vers le mystère de l'acide désoxyribonucléique. Il avait déjà rédigé un brouillon d'articles scientifiques proposant une structure. La course à la résolution du mystère de la vie, jusque-là menée à un rythme tranquille, entra soudain dans une phase critique et fiévreuse. Si Pauling publiait le premier, le bon modèle, ce serait une défaite écrasante non seulement pour Watson et Crick, mais aussi pour l'ensemble de la science britannique. Fin janvier 1953, James Watson arriva précipitamment au King's College, dans un Londres froid et brumeux. Dans la poche profonde de son chaud manteau de laine, il portait un préprin fraîchement sorti d'un article inédit de Linus Pauling. Watson réalisa avec soulagement que le génie américain avait commis une erreur chimique grossière. Pauling avait proposé une structure à 3 hélices avec les phosphates à l'intérieur, répétant pratiquement le même échec que Watson et Crick avaient connu un an plus tôt. Encouragé par cette découverte, Watson se dirigea directement dans les sombres couloirs vers le laboratoire de Rosalind Franklin. Il a cherché à la convaincre d'unir leurs forces, déclarant hardiment et sans tact qu'elle, en tant qu'expérimentatrice, était incapable d'interpréter seule ses propres clichés de rayons X extrêmement complexes, et que seule une collaboration urgente avec les théoriciens de Cambridge les aiderait tous à devancer leurs concurrents américains. Pour Franklin, qui avait perfectionné son art pendant des années à Paris et à Londres, cela sonnait comme une audace impensable. Un jeune Américain arrogant, qui n'avait jamais pris un seul cliché cristallographique de qualité dans sa vie, avait fait irruption dans son sanctuaire et lui donnait des leçons condescendantes sur la manière de faire de la science. La querelle verbale à la table du laboratoire se transforma rapidement en une confrontation hostile, crépitant de tension. Franklin, connu pour son tempérament sévère et sa tolérance zéro pour le dilettantisme scientifique, se leva brusquement de sa chaise et s'avança vers Watson. Celui-ci, ne s'attendant pas à une telle résistance déterminée et pensant qu'elle pourrait le faire sortir par la force, attrapa précipitamment ses papiers
et recula vers la porte, dans le couloir faiblement éclairé. Et c'est à ce moment précis, dans l'espace résonnant du vieux bâtiment, que se produisit l'événement qui allait à jamais changer le destin de Rosalind Franklin et modifier la trajectoire de toute la biologie mondiale. Dans le couloir, Watson faillit se heurter à Maurice Wilkins. Cherchant compassion et soutien après une altercation humiliante avec la chercheuse rebelle, Wilkins invita l'Américain agité dans sa pièce voisine. Là, cédant à une impulsion soudaine et sans que Rosalind Franklin n'en sache ou n'y consente quoi que ce soit, Wilkins tira un tiroir de son imposant bureau et en sortit une impression brillante. C'était la fameuse photographie numéro 51. L'image parfaite, limpide, de la forme B hydratée, que Franklin avait obtenue après des centaines d'heures de travail minutieux et un contrôle de l'humidité mathématiquement précis. Lorsque le regard de Watson tomba sur cette feuille de papier photographique, son pouls s'accéléra instantanément, et sa bouche, selon ses propres aveux ultérieurs dans ses mémoires, s'entr'ouvrit involontairement d'un étonnement extrême. C'était la preuve la plus claire, la plus incontestable de la structure en spirale que quiconque ait jamais tenue entre ses mains. Les marques sombres en forme de croix sur la surface brillante communiquèrent instantanément à son esprit entraîner tous ces paramètres géométriques cruciaux qu'avec Crick, ils avaient cherché si désespérément et en vain. Watson n'eut pas besoin des longs mois de calcul de la fonction de Patterson, il possédait une mémoire visuelle phénoménale. Il absorba avidement les données du regard, l'angle d'inclinaison de la spirale, la distance de 34 angstroms pour un pas complet, exactement 10 paires de nucléotides par tour. Fort de ces données secrètes inestimables qui ne lui appartenèrent pas, James Watson s'installa le jour même dans le wagon froid du train de soirée qui le ramenait à Cambridge. Au rythme du martèlement des roues, il esquissait à la hâte le motif en croix qu'il avait vu sur les marges blanches d'un journal frais, craignant à mourir d'oublier le moindre détail avant d'atteindre Francis Crick. La solution du grand mystère n'avait jamais été aussi proche. Watson et Crick venaient de tenir entre leurs mains les fragments les plus importants et les plus précis du puzzle, sans même avoir touché au diffractomètre de rayon X. Pendant ce temps, Rosalind Franklin, restée seule dans son laboratoire londonien, poursuivait ses calculs méticuleux, ignorant totalement que la clé de son plus grand triomphe de vie venait d'être secrètement soustraite et qu'elle filait vers le nord pour devenir le fondement d'une découverte historique pour autrui. Fin février 1953, dans les vastes bureaux de la Cavendish Laboratory de l'université de Cambridge, un travail fiévreux battait son plein. James Watson et Francis Crick, armés des connaissances inestimables sur la nature hélicoïdale et les dimensions précises de la molécule, tirés d'un coup d'œil volé sur la photographie d'autrui, se mirent immédiatement à construire le modèle physique définitif. Dans leur laboratoire, le cliquetis des pièces métalliques résonna à nouveau. Les mécaniciens des ateliers universitaires, sur leur commande urgente, taillaient à la hâte de fines plaques de laiton qui devaient représenter les anneaux chimiques plats des bases azotées. L'air était imprégné d'une odeur d'huile de machine, de fumée de tabac et de thé noir fort, l'atmosphère d'un grand remue-ménage où l'ingénierie fusionnait avec la biologie. Cependant, un simple coup d'œil volé à la photographie 51 ne suffisait pas à assembler le complexe puzzle tridimensionnel de manière complète et sans erreur. Ils avaient désespérément besoin des paramètres mathématiques précis du réseau cristallin pour fixer les pièces métalliques sur les supports sous les bons angles. Et c'est là que le destin, ou plus précisément les liens informels de l'ancienne élite académique britannique, joua à nouveau contre la chercheuse solitaire de Londres. Francis Crick, en discutant avec son collègue Max Perutz, eut accès à un rapport confidentiel du Medical Research Council. En parcourant ces pages dactylographiées, Crick tomba sur un paragraphe détaillé avec des tableaux, écrits de la main même de Rosalind Franklin. Dans ce rapport destiné à un cercle restreint d'examinateurs, elle décrivait méticuleusement la symétrie de la molécule d'ADN, s'appuyant sur ses mois de travail acharné dans une cave humide.
Pour le brillant théoricien Crick, ces quelques phrases académiques arides furent une véritable révélation, une lueur dans l'obscurité. Franklin avait indiqué que le réseau cristallin de l'ADN appartenait à un groupe spatial monoclinique, possédant ce qu'on appelle une symétrie d'ordre 2. En traduisant ce terme cristallographique complexe dans le langage de la géométrie tridimensionnelle simple, Crick comprit instantanément ce qui avait échappé à la compréhension de tous les scientifiques du monde jusqu'alors. Les deux brins de la double hélice devaient être antiparallèles. Imaginez deux routes à sens unique, allant parallèlement l'une à l'autre, mais dont les voitures circulent dans des directions strictement opposées. C'est ainsi que les chaînes de sucres et de phosphates étaient disposées dans la molécule de la vie. Un brin montait, tandis que l'autre, identique, descendait. Les chercheurs de Cambridge disposaient désormais d'une solide structure externe, deux brins, entrelacés, formant un tube parfait. Mais le mystère le plus important, le plus intime, restait non résolu. Comment les 4 types de bases azotées, l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine, s'agencent-ils à l'intérieur de cette hélice, tels les barreaux d'un escalier en colimaçon? Watson, cherchant une réponse, tenta d'abord de relier des bases identiques entre elles. Il découpa dans du carton blanc épais les contours de ces molécules à une échelle qui permettait de les déplacer sur la surface plane de son bureau et essaya de former des paires, adénine avec adénine, cytosine avec cytosine. Mais de tels barreaux résultèrent de tailles différentes. Certains étaient trop larges et dépassèrent de l'hélice, d'autres trop étroits, n'atteignant pas le bord opposé. Le tube parfait, figé sur la radiographie de Franklin, se courbait et s'effondrait inévitablement avec cette approche. Une percée intellectuelle décisive s'est produite grâce à une coïncidence incroyablement heureuse. Dans le même laboratoire de Cambridge, partageant l'espace avec Watson et Crick, travaillait temporairement un jeune chimiste américain, Jerry Donohue. Observant Watson mélanger sans succès ses découpes en carton jour après jour, Donohue s'approcha un jour de son bureau et lui signala une erreur critique. Il s'est avéré que les manuels de chimie standards de l'époque imprimaient les formules structurelles de ces molécules dans une configuration incorrecte, la forme dite énolique. Donohue, étant un expert brillant en chimie quantique, déclara sans appel à Watson que dans les conditions physiologiques réelles d'une cellule vivante, ces bases existent sous une forme cétonique complètement différente, dans laquelle les atomes d'hydrogène sont situés ailleurs. C'était un frais samedi matin, le 28 février 1953. Imaginez ce moment historique, le silence d'un bureau presque vide, la lumière du soleil matinal tombant sur une table encombrée de plans. James Watson, armé de ciseaux et de colle, crée de nouveaux modèles en carton des bases, en tenant compte des corrections de Donohue. Il commence à déplacer des figurines sur la surface de la table, comme s'il jouait à un Tetris moléculaire inédit. Soudain, son regard se fige. Il voit quelque chose qui lui coupe le souffle. La grande purine adénine à 2 cycles se lie parfaitement, à 1/10 de millimètre près, par des liaisons hydrogènes à la petite pyrimidine thymine, à 1 cycle. Et la grande guanine forme une paire tout aussi impeccable avec la petite cytosine. C'était une image stupéfiante d'harmonie. Si l'on associait une grande base à une petite dans de telles perces strictes, toutes les marches de cet incroyable escalier hélicoïdal moléculaire se retrouvaient de taille absolument identique. Elles s'intégraient parfaitement aux dimensions de la spirale, sans en altérer la forme, ce qui expliquait brillamment et définitivement la symétrie parfaite capturée sur la photographie numéro 50 et 1. De plus, ce principe d'appariement complémentaire des bases révélait instantanément, comme un éclair, le mystère de la manière dont la vie se copie elle-même. Si l'on séparait les 2 brins, chacun servirait de modèle absolu et infaillible pour construire une nouvelle moitié. Watson et Crick avaient retrouvé le mécanisme de l'hérédité, le secret de l'évolution et le fondement de toute la biologie terrestre. Ce même jour, débordant d'euphorie à la réalisation de l'ampleur incroyable de leur découverte, Watson et Crick firent irruption dans le vieux pub The Eagle,
bondé de visiteurs, et situé à quelques minutes de marche des murs du laboratoire Cavendish. Crick, connu pour sa voix forte et ses manières théâtrales, se fraya un chemin à travers la foule d'étudiants buvant de la bière et annonça à voix haute à l'assemblée « Nous avons découvert le secret de la vie !» Au même moment, dans un coin de la pièce, commença à s'élever un modèle monumental en métal de la double hélice, d'une hauteur presque humaine, assemblé avec amour à partir de plaques de laiton et de barres d'acier, devenant le couronnement de leur triomphe théorique. Mais que elle avait enfin compris, de manière définitive et irrévocable, que la molécule était constituée de 2 chaînes. Elle avait placé le squelette phosphate à l'extérieur de la spirale, abandonnant à jamais les structures erronées avec un noyau de phosphate qui avait si longtemps égaré d'autres chercheurs. Dans ses brouillons datés du 24 février, elle avait clairement indiqué que l'ADN avait une structure en double hélice. Franklin n'était qu'à 2 ou 3 pas logiques de la découverte indépendante du principe d'appariement complémentaire des bases azotées. Si elle avait eu quelques semaines de travail tranquille supplémentaires, si un théoricien de la stature de Crick avait été à ses côtés, avec qui elle aurait pu discuter librement d'idées sans hostilité, ou si ces données n'avaient pas été secrètement transmises à des concurrents, l'histoire de la science mondiale aurait pu être tout à fait différente. Mais la course historique était déjà perdue, bien que Franklin ne sache même pas qu'elle y participait. Le 25 avril 1953, dans la revue scientifique la plus prestigieuse du monde, Nature, 3 courts articles consécutifs furent publiés, changeant à jamais le visage de la biologie. Le premier article, concis, ne tenant qu'une page et rempli d'une confiance triomphante, était l'œuvre de Watson et Crick. Ils y décrivaient la structure de la double hélice. Tout à la fin du texte, comme en passant, ils ajoutèrent une phrase modeste, à peine perceptible, indiquant qu'ils avaient été stimulés par la connaissance de résultats expérimentaux généraux non publiés de Maurice Wilkins et Rosalind Franklin. L'article ne contenait pas un seul mot sur le fait que tout ce magnifique modèle théorique avait été, en réalité, du début à la fin, construit sur des mesures précises, tirées d'une photographie volée et d'un rapport secret. Le 3e article de ce numéro historique de la revue a été rédigé par Rosalind Franklin elle-même et par son dévoué doctorant Raymond Gosling. Il contenait les données expérimentales brillantes et durement acquises et publiait pour la première fois la célèbre radiographie « Le motif en croix qui a changé le monde ». Pour le lecteur ordinaire et non averti de la revue, une image trompeuse se dessinait. Il semblait que le travail méticuleux de Franklin à Londres ne faisait que confirmer et illustrer l'intuition théorique géniale de Watson et Crick, publiée dans les premières pages. Personne, au sein de la communauté scientifique élargie, ne soupçonnait alors la véritable chronologie des événements. Rosalind Franklin, fidèle à ses principes scientifiques les plus stricts, n'a jamais organisé de scandale public, ni lutté pour la primauté. Elle a accepté, avec dignité et calme, la publication de son article comme une contribution importante et indépendante à la compréhension commune de la nature, sans se douter de l'ombre dans laquelle son nom allait être plongé pendant de nombreuses décennies. Mi-mars 1953, avant même la parution du numéro historique du journal, Rosalind Franklin quitta définitivement l'atmosphère oppressante et conflictuelle du King's College. Elle rejoignit le Birkbeck College, une autre institution de l'Université de Londres qui contrastait vivement avec son précédent lieu de travail. Imaginez un vieux bâtiment sur Torrington Square, gravement endommagé par les violents bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau laboratoire de Franklin se trouvait au dernier étage, le 5e, d'une structure en ruine. Le toit fuyait tellement que, lors des fréquentes averses londoniennes, la chercheuse devait littéralement travailler sous un parapluie ouvert, protégeant ses précieuses notes et son équipement fragile des torrents d'eau sale. Cependant, malgré ces conditions de vie épouvantables, Rosalind a finalement trouvé ce qui lui manquait tant, la liberté intellectuelle et le respect. Le directeur du laboratoire était John Desmond Bernal, un physicien éminent qui admirait sincèrement son talent et ne jugeait jamais les scientifiques sur leur sexe.
C'est là que Franklin a réuni sa propre petite équipe de jeunes chercheurs, mais incroyablement dévoués. Selon les termes de son transfert du King's College, il lui était strictement et officiellement interdit de poursuivre ses travaux sur la structure de l'ADN. Mais pour un esprit brillant, cela n'était pas un obstacle. Elle a simplement réorienté son génie analytique vers un autre mystère naturel, non moins complexe, l'acide ribonucléique, ou ARN, et la structure des virus. Son objectif principal est devenu le virus de la mosaïque du tabac, un agent pathogène microscopique qui détruit les cultures agricoles. À l'époque, personne dans le monde ne comprenait comment les virus étaient structurés au niveau moléculaire. Armé de ses chambres à rayons X modernisées, Franklin a commencé à photographier des particules virales. Bientôt, elle a fait sa deuxième grande découverte qui, dans toute autre situation, lui aurait valu une renommée mondiale. Avant ces expériences, les scientifiques pensaient que le virus n'était qu'une masse solide de protéines, à l'intérieur de laquelle, comme une garniture dans une tarte, se cachait l'information génétique. Franklin, utilisant ses compétences inégalées en analyse mathématique des diagrammes de diffraction, a prouvé que le virus de la mosaïque du tabac était un tube protéique creux, et qu'un seul brin d'ARN était élégamment et étroitement tissé dans sa paroi interne, formant une spirale. En un temps incroyablement court, en seulement 5 ans de travail au Birkbeck College, Rosalind Franklin a publié 17 articles scientifiques brillants. Elle est devenue une leader mondiale reconnue dans le domaine de la virologie structurale. Son laboratoire a attiré les meilleurs esprits de la planète, y compris le jeune chercheur Aaron Klug, qui deviendra plus tard lauréat du prix Nobel en s'appuyant précisément sur les méthodes que Rosalind lui avait enseignées. En 1958, Franklin s'est vu confier la conception d'un modèle moléculaire géant de virus pour l'exposition internationale de Bruxelles. L'énorme construction, haute de plus d'1,5 mètre, assemblée en plastique et en métal, est devenue un véritable triomphe de la science, démontrant de manière tangible à l'humanité comment sont structurés les ennemis invisibles des organismes vivants. Mais pour ce triomphe, pour les longues heures passées près des sources de radiation, elle dut payer le prix le plus élevé. À cette époque, le danger des rayons X n'était pas encore pleinement compris. Les tabliers de plomb étaient souvent négligés pour plus de commodité et les écrans de protection étaient rudimentaires. À l'automne 1956, lors de sa tournée de conférences aux États-Unis d'Amérique, Franklin ressentit une douleur vive et épuisante à l'abdomen. De retour à Londres, elle subit un examen médical. Le diagnostic des médecins fut comme un arrêt. Cancer des ovaires. 2 tumeurs se développaient rapidement dans son corps. La plupart des historiens de la médecine moderne s'accordent à dire que la maladie mortelle fut une conséquence directe des milliers d'heures d'exposition aux radiations reçues dans les sous-sols humides des laboratoires. Même face à la mort, Rosalind Franklin a fait preuve d'un courage remarquable et d'une volonté de fer. Elle a subi 3 opérations chirurgicales très lourdes et des cures de chimiothérapie expérimentale épuisantes, mais n'a jamais cessé de travailler. Entre ses hospitalisations, alors qu'elle tenait à peine debout, elle venait au laboratoire avec une canne et continuait de diriger son équipe. De plus, alors qu'elle était au stade terminal de sa maladie, elle a obtenu une bourse pour étudier le virus de la polio, une maladie terrible qui paralysait des milliers d'enfants dans le monde entier à cette époque. Elle a réussi à commencer cette recherche, jetant les bases de la création de futurs vaccins sûrs. Rosalind Franklin est décédée le 16 avril 1958 dans une clinique de Londres. Elle n'avait que 37 ans. Sur sa modeste pierre tombale au cimetière juif de Willesden, une courte épitaphe mentionne que ses recherches sur les virus ont apporté un long bénéfice à l'humanité. Il n'y a pas un mot sur la structure de la molécule d'ADN. 4 ans s'étaient écoulés. C'était le froid décembre de l'année 1962. Imaginez une salle de concert éblouissante à Stockholm, décorée de fleurs fraîches et de lustres en cristal. Sur scène se tiennent 3 hommes en frac, James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins. Ils reçoivent des mains du roi de Suède
la plus haute distinction scientifique de la planète, le prix Nobel de physiologie ou médecine pour la découverte de la structure moléculaire des acides nucléiques. Selon les règles strictes et implacables du comité Nobel, le prix peut être décerné à un maximum de 3 scientifiques vivants. Les récompenses ne sont pas décernées à titre posthume. Le nom de Rosalind Franklin n'a pas été prononcé sur scène. Ni Watson ni Crick, dans leur discours de remise du prix Nobel, n'ont mentionné la femme dont la photographie numéro 51 et les calculs mathématiques précis dans un rapport secret sont devenus la pierre angulaire de leur triomphe. Wilkins n'a mentionné son nom qu'en passant, à la toute fin de sa conférence, parmi une longue liste d'assistants techniques. Le monde a applaudi le génie de 3 hommes, effaçant complètement de la mémoire historique l'image de la chercheuse austère et intransigeante du sous-sol londonien. Peut-être que son nom serait resté à jamais connu seulement d'un cercle restreint de spécialistes de la cristallographie, si ce n'était l'incroyable arrogance de James Watson lui-même. En 1968, au sommet de sa gloire, Watson publia ses mémoires intitulés « La double hélice ». Dans ce livre, il décida de raconter l'histoire de la découverte dans le genre du roman d'aventure. Et dans ce roman, il avait besoin d'un antagoniste. Il attribua ce rôle à Rosalind. Il l'appelait du surnom condescendant et insultant de Rosie, un nom qu'elle détestait et par lequel on ne l'avait jamais appelée directement. Watson la dépeignit comme une assistante agressive, manquant de féminité, hystérique, qui cachait ses données à leur légitime propriétaire et était tellement incompétente qu'elle ne pouvait pas distinguer la double hélice sur ses propres clichés brillants. Mais cette caricature littéraire cruelle eut un effet tout à fait inverse. La sortie du livre coïncida avec la montée des mouvements pour les droits des femmes. L'amie de Franklin, l'écrivaine Anne Sayre, ainsi que de nombreux collègues scientifiques indignés, dont Aaron Klug, réfutèrent vivement ces affirmations. Klug publia les carnets de laboratoire originaux de Franklin, prouvant de manière irréfutable au monde entier qu'elle était à quelques pas de la découverte indépendante de la structure et que sa contribution intellectuelle était colossale et non simplement technique. Le monde découvrit enfin la vérité sur la manière dont Wilkins avait secrètement montré sa radiographie à ses concurrents. Aujourd'hui, alors que nous séquençons des génomes, créons des médicaments personnalisés contre le cancer, développons des plantes résistantes à la sécheresse et résolvons les crimes les plus complexes grâce à l'expertise génétique, nous nous appuyons sur les fondations posées il y a plus de 7 décennies. L'histoire de l'ADN n'est pas simplement celle d'une intuition heureuse et de modèles en carton. C'est l'histoire de la façon dont la science exige de l'obsession, une précision sans faille et un sacrifice. C'est l'histoire d'une jeune femme dans une pièce sombre et humide, dirigeant des rayons invisibles sur un fil microscopique de mucus, exigeant de la nature qu'elle révèle son secret le plus intime. Rosalind Franklin n'a pas reçu de médaille d'or des mains du roi, ni entendu les ovations de Stockholm. Mais ce sont ses yeux qui ont d'abord vu clairement la véritable forme de la vie, et c'est son intégrité intransigeante qui a ouvert la voie à la plus grande percée biologique du XXe siècle.